vient? Ah mais cette chaleur. Coucou. Aujourd'hui on se retrouve avec Ruth Noémie, que j'ai découvert sur Instagram suite à rien. Parce qu'en fait c'est juste que les personnes avant toi je les ai rencontrées parce que j'avais une boîte à questions. Ah ouais, ouais. Genre en proposant qui veut venir témoigner, mais en fait toi c'est moi qui suis venue te chercher. Ouais. Parce que j'avais vu une IGTV de toi qui parlait de Karl Vogt. Ouais. Si je me rappelle bien, et après bah, je t'ai suivi sur Insta et j'ai vu sa chaîne YouTube. Que je mettrai dans sa description. Alors moi c'est Ruth Noémie, j'ai 25 ans, je viens de terminer mon bachelor qui est l'équivalent d'une licence en France en socio et en infocom, enfin en sciences de l'information et de la communication, qui est un peu une sorte de journalisme. Et en fait je me décris comme une sorte de militante afro-femme depuis maintenant bien 5-6 ans, depuis on va dire bien 2 ans, j'essaie de sensibiliser un peu les gens aux questions justement écologiques, mais par un prisme justement qui, moi, me passionne et qui est parlant pour tout le monde, qui est justement le vêtement, la mode. Et du coup, parce que ma chaîne elle tourne autour de ça, et sinon de manière générale, je suis en fait militante afro-femme, antiraciste, et sur mon Instagram je parle énormément justement des différentes questions justement qui moi me touchent, parce que qui me concernent en tant que femme noire en Occident. Mais aussi j'essaie d'apporter en fait d'autres éléments, essayer d'ouvrir mon champ un peu de connaissances, parce qu'il y a énormément d'oppression, de choses comme ça qui moi ne me concernent pas directement, mais justement je profite aussi de pouvoir apporter ça sur les réseaux sociaux. Et puis je vais commencer aussi un master en journalisme à Bruxelles en septembre de cette année. D'ailleurs s'il y a des Bruxellois, Bruxelloises qui sont ici. Hello, pick me up. J'adore parler et faire aussi justement transmettre des connaissances, en tout cas du savoir que moi j'ai appris, parce que je me rends compte aussi justement de la nécessité de pouvoir transmettre son savoir. Moi c'est du temps que j'ai pris justement à pouvoir acquérir ce savoir. Et en fait, quand je me rends compte qu'on n'a pas tous le privilège d'avoir le temps de pouvoir justement choper du savoir, donc si j'ai moyen de pouvoir aussi le transmettre, pour moi c'est toujours tout bénef. J'ai fait une première année à l'université de Lausanne, j'étais en français moderne, histoire de l'art, histoire esthétique du cinéma. Et déjà à ce moment-là, en fait, c'est dans le cadre universitaire et tout, donc j'ai commencé un peu à rencontrer des gens qui venaient de différents horizons, on commençait à parler de certaines thématiques, et justement des thématiques qui tournaient autour du féminisme. Le féminisme, j'en avais déjà entendu parler, mais c'était pas un truc qui me parlait plus que... Enfin, pas qui me parlait pas plus que ça, mais j'étais pas plus renseignée que ça, tu vois. Et plus on en parlait, plus en fait ça commençait à m'intéresser. Et du coup, c'est un peu comme ça que j'ai connu le féminisme, mais c'était un féminisme avant qui était très très blanc. Mais ce féminisme blanc, en fait, je m'en suis rendu compte que par après, parce que je pense que le déclic, vraiment le déclic où j'ai pris conscience en fait de ma condition, donc qui est celle de femme noire, c'était quand en fait le jour où j'ai décidé en fait de revenir aux cheveux naturels. Là on voit pas mes cheveux naturels, mais en fait parce qu'ils sont dessous, que j'avais flemme de les coiffer aujourd'hui, donc je me suis dit on va mettre un petit foulard. Mais en vrai en fait au moment où j'ai décidé de revenir aux cheveux naturels, c'est là que j'ai compris en fait ma condition de femme noire. Au tout début, j'étais déjà tombée sur des vidéos, des photos de femmes noires qui revenaient aux cheveux naturels et qui écrivaient là-dessus, qui parlaient de ça. Et puis au début, j'étais un peu là, mais en fait, c'est un peu du bullshit. Enfin, elles te racontaient comment est-ce qu'en fait, elles avaient retrouvé une partie d'elles-mêmes, une partie de leur identité et tout. J'étais un peu là, mais frère, c'est des cheveux, de quoi tu me parles? T'avais pas l'impression que c'est un big deal? Ouais, pour moi, c'était un peu là, mais en fait, c'est des cheveux. Pourquoi est-ce que vous en faites toute une histoire alors que c'est que des cheveux? Et en fait, le moment où moi-même, j'ai décidé de revenir au naturel, c'est là que je me suis rendu compte, ah putain, en fait, c'est pas que des cheveux. En fait, il y a énormément de choses en fait derrière dont j'étais pas du tout consciente, tu vois. Ou par exemple, pendant très longtemps, je mettais énormément de côté mon africanité, tu vois. J'allais pas mettre en avant le fait que justement j'ai des origines africaines, même si ça se voit. Comme j'ai grandi dans un environnement qui était très très blanc, en fait, j'ai essayé de trouver par différents moyens d'un peu plus, tu vois, me fondre dans la masse. Et le cheveu était un moyen de se fondre dans la masse, tu vois. J'allais soit porter des tresses, soit j'allais porter des tissages, ou j'allais me défriser les cheveux, mais toi, toujours trouver un moyen, en fait, pour quand même correspondre d'une certaine manière dans un standard de beauté occidental qui, en fait, moi, ne me calculait, mais genre pas du tout.
Et comme pour en plus en tant que femme, fille, ben, le cheveu, c'est quand même un élément qui pour nous, en tout cas qu'on considère comme très important parce qu'il y a un peu tout qui est mis là-dessus, où c'est un peu censé décrire ta beauté, enfin en tout cas montrer de ta beauté. C'est un grand symbole de la féminité. Voilà, c'est un grand symbole de la féminité. Donc je mettais un peu tout, moi, dans mes cheveux et tout. Et en fait, au moment où je suis revenue au naturel, c'est là que je me suis rendu compte que le fait que j'essayais toujours de trouver des moyens pour ne pas accepter mes cheveux naturels, c'était en fait un problème en soi. Et en fait, ça cachait, en fait, ça montrait en fait tous les enjeux justement sociétaux qu'il y avait derrière, et que mes cheveux crépus en afro et tout, c'est plus que des cheveux, tu vois. T'as remarqué à ce moment-là que tu te dérangeais juste en gardant tes cheveux tels qu'ils sont? Mais en fait, à ce moment-là, je me suis pas rendu compte que je dérangeais. Pour moi, c'était pas, je le percevais pas comme ça. Mais c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que le fait d'avoir en fait des cheveux qui ne rentrent pas dans un carcan de beauté occidentale, ben en fait, c'était ce qui, dans la société, était vu comme dérangeant et était perçu comme pas beau, tu vois. Et du coup, moi, j'avais en fait emmagasiné tout ça, et pour moi, de sortir avec mes cheveux naturels, c'était genre impensable. Je me rappelle quand, un temps c'était beaucoup ma mère qui me coiffait, et du coup c'est elle qui me faisait les tresses et tout. Et je me rappelle que quand je décidais d'enlever mes tresses, je m'assurais toujours que directement après ma mère, elle ait le temps justement de pouvoir me refaire des tresses juste après, parce que pour moi sortir sans avoir de tresses, sans avoir des cheveux en une certaine longueur, c'était juste pas possible, tu vois. Mais vraiment juste pas possible. Et c'est en fait à ce moment-là que je me suis aussi rendu compte, et c'est con, hein, des fois c'est tellement con quand on me demande un peu quel était ton déclic féministe, et que je suis un peu là, bon, en fait moi ça a été mes cheveux. Ben, en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que le féminisme que j'avais déjà avant ce déclic-là, c'était un féminisme qui était très très blanc en fait, parce que je me considérais pas là-dedans tellement en fait moi je me pensais aussi en tant que blanche, tu vois. Et c'est au moment où j'ai décidé de revenir à mon cheveu naturel, où j'ai un peu compris tous les enjeux qu'il y avait derrière mon cheveu crépus, que je me suis rendu compte, ah mais en fait putain, mais en fait non, moi je suis une femme noire. J'ai toujours été une femme noire. Et mes problématiques, c'est pas les mêmes. Et que voilà, mes problématiques ne sont pas les mêmes que les problématiques de mes potes blanches, que moi j'idolâtrais limite parce que je voulais leur ressembler, tu vois. Et c'est à ce moment-là en fait que mon féminisme il a shifté en un féminisme intersectionnel, et plus particulièrement en un afroféministe. Afroféminisme, j'ai beau avoir justement été acculturée, ici, c'est un peu ce truc où, en fait, la première chose qu'on voit chez moi, c'est le fait d'être une femme noire. Et pourtant, ma mère me l'avait déjà prévenu, enfin, je veux dire, depuis toute petite, ma mère, moi et mes frères, elle nous rappelait toujours, vous avez beau avoir vécu ici toute votre vie, parler un français nickel, ne pas avoir d'accent, rien du tout, la première chose que les gens ils vont voir de vous, c'est le fait que vous êtes noir et tous les stéréotypes qui vont avec, tu vois. J'étais déjà un peu au courant de ça, mais c'est vrai qu'au moment où justement j'ai eu cette prise de conscience féministe, c'est à ce moment-là en fait que tout a pris du sens, tu vois, et que j'ai commencé à comprendre un peu comment est-ce que le système marche. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter mes études à Lausanne, parce qu'au final c'était hyper intéressant ce que je faisais, mais en vrai je voyais pas où est-ce que je voulais aller, et j'ai toujours eu cette idée depuis que j'ai 14 ans de justement être journaliste. Il y a un truc avec le journalisme qui, enfin moi, les médias, la communication qui m'a toujours beaucoup attirée. Et du coup, comme aussi je m'intéressais de plus en plus au féminisme, il y a aussi justement les questions sociétales qui ont commencé vraiment aussi à m'intéresser. Donc j'avais vu qu'à Neuchâtel, ils donnaient justement un bachelor qui était sciences de l'information et de la communication, qui te vendent un peu comme du journalisme, mais c'est pas vraiment du journalisme. C'est plutôt, mais on fait un peu des éléments de journalisme, mais c'est plutôt, on va dire plus les sciences cognitives et toutes ces choses-là, tu vois. Mais qui reste tout de même super intéressant, et je suis contente d'avoir fait ça. Et ensuite, en fait, il y avait sociologie. Et comme on est obligé, en lettres, on est obligé de prendre 2 à 3 disciplines, je me suis dit, je vais prendre socio et puis sciences de l'information et de la communication. Et c'est à partir de ce moment-là que du coup, mon intérêt pour les questions féministes a pris genre beaucoup plus de place dans ma vie, où justement quand j'ai commencé à lire de plus en plus, justement, que ce soit des ouvrages, des articles qui touchaient en fait à la question du féminisme, mais particulièrement qui touchaient à la question justement des femmes noires en Occident, tu vois. Plus je naviguais justement
en me renseignant, en m'inculquant justement sur les faits sociétaux, les phénomènes sociaux et de société, plus en fait j'ai remarqué comment est-ce qu'en fait tout était lié, tu vois, qu'il y avait énormément de choses qui étaient liées, que j'ai commencé à comprendre en fait que le fardeau en fait qu'on porte tous et toutes, ben, c'est ce capitalisme néolibéral, et que c'est ce capitalisme néolibéral qui fait qu'on vit dans la société dans laquelle on vit, et justement qui ne fait en fait que accroître les inégalités. Et à partir de ce moment-là, quand je me suis rendu compte en fait que la source, ouais, vraiment la source du problème, tu vois, à partir de cette source du problème, en fait, je me suis dit, bah, j'essaie de prendre des éléments qui moi m'intéressaient et de me dire, je vais voir s'il y a vraiment aussi un lien avec ça. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai toujours été intéressée par tout ce qui touche à la mode et tout. J'ai toujours adoré la mode de manière générale. Enfin, bien avant que je sois conscientisée, j'avais un blog sur Blogspot, des trucs comme ça. Enfin, juste sur la mode en fait. Ouais, juste sur la mode. Tu vois, moi, j'ai toujours été cette meuf où je sais pas pourquoi la manière dont les gens s'habillent, ou enfin les pièces que tu as et tout, comment tu les agences, ça a toujours été quelque chose qui moi m'intéresse, parce que je trouve que ton style est une extension de ta personnalité. En tout cas, moi, j'ai toujours... Non, mais vraiment, c'est hyper... Je rigole, mais parce que moi, je fais jamais gaffe. Du coup, quand j'ai fait le lien avec le néolibéralisme et tout, je me suis dit, bon, on va voir au niveau de la mode comment ça se passe. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, je me suis rendu compte en fait, que j'ai découvert en fait, le monde de la fast fashion. Tout un univers. Tout un univers. Moi, ça fait maintenant 5-6 ans que j'ai quitté complètement la fast fashion. Ça fait quand même quelques années, je pense que je dois bientôt arriver à 9 ans où je fais quand même les fripes et tout, tu vois. Pas de manière régulière, au début c'était de temps à autre, j'allais faire un peu les fripes et tout, mais c'est vrai que maintenant je fais que ça, tu vois, que les fripes. C'est soit des fripes, soit des trocs, soit... Enfin, vraiment, mais... Donc, juste petit rappel pour ce que c'est la fast fashion. D'ailleurs, s'il y a des abonnés qui sont là de longue date, peut-être que ça vous rappellera une vidéo que j'avais faite qui s'appelle Pourquoi j'achète plus d'habits depuis je sais pas combien de temps. Et je parlais justement d'un documentaire qu'on va remettre là dans la description qui s'appelle The True Cost, que tu as sûrement vu. Ouais, que j'ai vu et que je conseille, c'est quand les gens me demandent en fait qu'est-ce qu'ils peuvent voir, quelle documentation ils peuvent justement consulter par rapport à la fast fashion, je les renvoie toujours. Moi d'abord j'ai pris connaissance de l'aspect en fait humain qu'il y avait derrière, et c'est quelques années plus tard que j'ai pris conscience de l'aspect écologique en fait, parce que les deux aspects ne sont pas venus directement. Moi d'abord c'était, tu vois, comme j'étais dans la question dans un féminisme, mais c'était pas vraiment un féminisme qui considérait justement les questions écologiques sur le moment, bah ça considérait surtout l'humain, donc moi c'est plus l'aspect humain. Et quand j'ai vu un peu comment est-ce que ces systèmes, justement cet aspect humain fonctionnait, et que j'ai compris en fait les enjeux de la délocalisation et de toutes ces choses-là. Mais en fait, c'est vrai qu'en découvrant ça et en découvrant justement que le point central c'était justement le néolibéralisme, et justement le néolibéralisme qui a ouvert les marchés, et justement qui a permis aussi de créer justement ce système qui fait que tu peux délocaliser dans un pays du sud global où tu vas payer moins cher, où justement tu vas pas respecter des normes de sécurité, exactement, les lois du travail, parce qu'en fait il n'y a personne qui va vérifier, qui va contrôler derrière. Et le truc c'est que personne ne contrôle derrière, parce que c'est aussi des pays global du sud. Du coup, c'est des pays où c'est des personnes, on a des personnes racisées, donc en fait on en a un peu, tu vois, c'est quand même des industries qui sont occidentales qui vont s'implanter là-bas. Mais en mode, de toute façon, s'ils crèvent, on s'en fout, parce que c'est pas notre travail. Et ils les ont tellement rendus en fait dépendants de ces systèmes-là qu'en fait pour eux c'est juste pas possible de dire, en fait non, je travaille plus. Entre le moment où je me suis rendu compte en fait des atrocités justement humaine qu'il y avait derrière, et le moment où j'ai vraiment décidé d'arrêter complètement la fast fashion, ça m'a quand même bien pris, je pense, une année, tu vois. C'est juste que ce que j'ai commencé à faire, c'est j'allais de moins en moins, et en fait le truc c'est que moins j'y allais, plus j'en apprenais derrière l'industrie, enfin j'en apprends en fait tous les jours vraiment de cette industrie là, et en fait plus ça me dégoûtait, plus j'étais un peu là, mais en fait c'est juste pas possible, je peux juste pas continuer en fait à soutenir en fait une industrie qui est aussi meurtrière et aussi problématique que cette fast fashion là, tu vois. Et moi ce que je vois c'est que vraiment c'est un peu ton filon où tu as trouvé genre là où il y avait toutes les discriminations qui se rassemblaient, parce que tu t'es d'abord intéressé à la dimension sexiste de la chose, la dimension raciste de la chose, la dimension écologique de la chose.
etc., etc. Et en fait, tu vois qu'il y a tout qui est concentré là-dedans. Et c'était à ce moment-là que je me suis dit, bah ok, en fait, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va complètement arrêter en fait la fast fashion. Moi, je suis plus du tout d'accord de soutenir en fait une industrie qui non seulement ne respecte pas du tout l'être humain, tu vois, alors qu'en fait, sans ces êtres humains-là, ils n'existent pas. Hein, parce que s'ils devaient payer des ouvriers ici, ils n'existeraient pas quand même. Et qui en plus de ça, faut savoir que l'industrie de la mode de manière générale, donc pas que la fast fashion, mais la mode de manière générale, que ce soit la mode de luxe ou la fast fashion, c'est la deuxième industrie la plus polluante après la pétrochimie. La deuxième industrie la plus polluante. Il y avait déjà une alternative que je prenais qui était justement la seconde main, tu vois. J'ai découvert que quand j'ai commencé à passer plus de temps dans les secondes mains, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à plus me créer mon propre style et à plus me démarquer des autres, tu vois. Et j'ai commencé justement à avoir énormément de gens qui venaient me poser des questions, dire ah mais en fait t'as chopé ça où, ouais, je kiffe trop comment t'es habillée, des trucs comme ça, puis j'étais un peu là, waouh. L'idée aussi de te dire que tu redonnes une vie, tu vois, à un vêtement, pour moi je trouve ça juste tellement beau, tu vois. Juste que je trouvais qu'il y avait énormément en fait de justement d'avantages à faire la seconde main, déjà ça te coûte pas cher, tu peux trouver vraiment des pièces assez incroyables. Et puis de manière générale, je sais pas, je trouvais que pour moi c'était toujours un peu une sorte d'aventure, tu vois, parce que tu sais jamais ce que tu vas trouver, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. J'ai tendance à me prendre une demi-journée, voire une journée entière, parce que je sais que je vais faire plusieurs fripes, je sais que je peux passer plusieurs heures dans une fripe parce que ben tu vois, le temps de chercher, c'est pas comme dans les H&M, tu vas, tu as le rayon t-shirt rayé, et tu vas dans le rayon t-shirt rayé, tu prends et tu as juste à trouver ta taille et c'est fini. Non, là c'est vraiment, tu vas vraiment fouiller, tu vas farfouiller, tu vas... Donc c'est vraiment ce truc où j'aime bien avoir le temps parce que tu peux toujours vraiment trouver des pièces incroyables et j'ai trouvé des trucs genre, vraiment genre des perles, mais des vraies perles en allant faire mes fripes. Et ça c'est aussi un truc que j'aime beaucoup faire avec justement les fringues que j'achète souvent en fripe, c'est les modifier. Tu vois, des fois je les personnalise toi-même. Ou je les personnalise moi-même et des fois en fait ce que je vais faire c'est genre par exemple je vais prendre un vêtement parce que j'aime bien le tissu et je sais que je peux en faire autre chose avec, tu vois. Et je le prends juste pour le tissu parce que j'ai en tête l'idée de faire peut-être un top, de faire un short, de faire une jupe, de faire quoi que ce soit. J'ai encore plus plaisir de le transformer en me disant mais en fait je vais en faire quelque chose de totalement neuf avec quelque chose de vieux. Et enfin tu vois l'histoire que tu peux donner aussi juste aux vêtements, de te dire, tu vois, de te dire que mais en fait ce vêtement là il a été porté par une personne, cette personne je la connais pas et c'est ça que je trouve génial. Par exemple des fois quand je trouve des pièces et il y a encore le prénom de l'ancien propriétaire. Parce qu'il y a des gens qui marquent. Il y a des gens des fois qui marquent, surtout que toi dans les fripes tu trouves plein de vieilles pièces qui datent d'il y a 20-30 ans, tu vois. Et souvent les gens à cette époque-là ils avaient un peu tendance, tu vois, à marquer, tu sais, il y avait une étiquette et tu peux marquer ton prénom dessus, tu vois. Et du coup j'ai énormément de pièces où tu as des prénoms et... En fait il y a vraiment un truc genre limite on se passe de génération en génération des pièces. Et là c'est un peu ce truc où tu sais des fois je chope une pièce que je kiffe trop et je vois qu'il y a un prénom et je suis un peu là, putain Yves. Je ne connais pas du tout, je sais pas du tout qui c'est ce Yves. Mais merci pas du tout. Yves. Ouais mais merci Yves. Et puis c'est un peu ce truc où des fois je me dis, j'essaie de m'imaginer un peu à quoi il aurait pu ressembler ce Yves. Dans ce que tu me dis là sur la seconde main, c'est que en fait ça va à l'opposé total de la logique de la fast fashion, parce que genre la logique de la fast fashion c'est la logique jetable, genre j'achète, enfin au bout de 3 lavages le truc se pète et tout, alors que toi en découvrant la seconde main t'as trouvé plein de bénéfices déjà pour t'affirmer personnellement dans ton style, dans ta créativité, mais en plus de ça il y a vraiment cette logique de faire durer les choses et ça s'inscrit, j'ai l'impression de manière générale dans toutes tes luttes, c'est de faire durer la cause qui te porte en fait, c'est-à-dire genre non là on n'est plus dans une logique où on achète, on brûle, on jette, en fait les gens ni les habits ni rien ne devrait être jetable. Exactement. Comme ça tu vois. Exactement. Et bref moi en fait ce que j'entends c'est vraiment ce côté faire perdurer les choses, ne pas les... voilà, bref. Moi je juge vraiment personne parce que je connais pas la vie des gens, je connais pas le vécu des gens, donc je me sens, je suis qui pour aller dire à la personne non, faut que t'arrêtes absolument d'aller chez H&M. Non, par contre de temps en temps si on en parle et que le sujet arrive et tout, bah en fait je vais tout simplement dire, bah en fait peut-être qu'une des solutions ce serait peut-être de pas toujours consommer là-bas. Parce qu'au final, tu vois, moi au début quand j'en parlais et tout et que les gens me disaient ah oui mais tu vois... en plus un moins, ça change pas. Ouais, c'était soit ça, soit c'était oui mais tu vois ça coûte pas trop cher et tout. Et à chaque fois je leur demandais, tu arrives à me dire combien est-ce qu'il t'a coûté ton pantalon là? Ouais ça c'était 25 balles, ton haut c'était 15 balles. Ah ouais, bon, moi ça c'était 7 balles.
ça m'a coûté rien du tout, ça on me l'a donné, ça c'était 1 balle, ça c'était 50 centimes. Et non, c'était vraiment ce truc où tu vois, je suis toujours à dire, mais enfin, on me dit que c'est trop cher, mais en fait, au final, moi ça me coûte beaucoup moins cher d'aller faire de la seconde main en sachant qu'en plus de ça, ben en fait, au moins, je réutilise des habits qui vont pas finir brûlés je ne sais où, ou en tout cas pas finir dans ces montagnes d'habits qu'on envoie dans les pays du tiers-monde et tout. Ouais, parce que ça, c'est tout un autre sujet, hein, parce que les déchets, là on a parlé de l'industrie de la production, des travailleurs et travailleuses, mais on n'a pas parlé des déchets textiles. Le fait qu'ils soient justement, en fait, qu'on les dump comme ça dans ces montagnes d'habits et tout, à un moment donné, en fait, les toxines de ces vêtements, en fait, s'évaporent. Et du coup, quand ces toxines s'évaporent, ben en fait, elles s'évaporent et elles sont dans l'air et elles se baladent. Et il faut savoir que souvent, à côté de ces montagnes d'habits, ces déchets, ben en fait, il y a des gens qui vivent. Donc, il y a des gens qui inhalent, en fait, ces toxines-là. Et du coup, c'est des gens qui n'ont pas les moyens de se payer des traitements, des soins, ou voire même d'aller chez le médecin. De déménager, tu peux même pas partir de là, en fait. Tu peux même pas partir. Et du coup, en fait, c'est un peu toutes les... Tout le bullshit que l'Occident fait, et c'est tous les pays, c'est les gens des pays du sud global en fait qui doivent en fait subir. Non, déjà on vous utilise, on vous sous-paye, on dégage votre santé. Ensuite, une fois qu'on veut plus les trucs qu'on a produits, on vous les rend et vous vous démerdez avec. Et j'ai fait aussi une vidéo là-dessus sur la question du greenwashing et j'ai pris l'exemple d'H&M. Moi je l'ai vu aussi. Parce que justement H&M, c'est quand même la plus grande enseigne de fast fashion, et H&M a lancé en 2013, je crois, quelque chose comme ça. La collection Conscious, qui est censée être une collection justement qui est consciente de l'environnement et consciente de l'environnement et tout. Ouais, franchement, non mais c'est mieux que tu ris parce que moi quand j'ai découvert ça, j'étais un peu là, ok. Et en fait, donc je me suis dit bon, on va un peu voir ça et tout, ce qu'ils proposent et tout. Et en fait, c'est le plus gros greenwashing au monde. Et j'ai fait une vidéo justement qui explique le greenwashing d'H&M et le pourquoi du comment c'est du greenwashing, parce qu'en fait je pense que plus greenwashing que ça, tu peux pas. Moi quand j'ai décidé, en fait ça faisait déjà un petit moment et tout, ça faisait quelques temps que mes potes, j'avais des potes qui m'encourageaient à me lancer aussi sur YouTube et tout. C'est vrai que je réfléchissais un peu parce que le truc c'est que moi j'ai remarqué un truc, c'est que le monde francophone, il n'y en a pas beaucoup qui parlent justement de la fast fashion. Quand je suis tombée sur des chaînes francophones qui parlaient de seconde main, de trucs comme ça, en fait c'est plus de ce truc, c'est un peu ce mainstream truc où c'est devenu un peu à la mode de faire les fripes, des trucs comme ça. Du coup on fait les fripes parce que c'est cool et tout, mais on va pas expliquer vraiment le pourquoi, est-ce que... Enfin, on va pas donner toute l'explication de comment ça fonctionne. Il y a tout le problème de la gentrification aussi. Exactement, tu vois, il y a un peu ce genre il y a des magasins qui font des fripes en mode oui c'est de la seconde main, mais ils vendent le truc de façon excessivement chère, alors que le but des fripes c'est de la récup en fait, c'est de recyclage. C'est pas de rendre famous le fait de recycler. Enfin, genre, on n'est pas en train de dire que le recyclage ça doit être stylé ou quoi, mais juste que. Ça doit être un truc normal, tu vois. Quand j'ai remarqué que ça commençait justement à devenir un peu à la mode, c'est quand j'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus de chaînes qui commençaient à popper sur YouTube qui étaient que dédiées à ça, tu vois. Et j'étais un peu là, mais attends, on va dans le fond du problème en fait. Ouais, et le truc c'est que c'est ça va pas dans le fond du problème, ça te fait des haul flips, des trucs comme ça, ça te fait des thrift flips, des trucs comme ça, mais ça va pas vraiment dans le fond du problème, ça te parle pas vraiment du truc. Et j'étais un peu là, il y a certaines chaînes américaines qui vont plus, mais toi c'est des chaînes anglophones, tu vois. Et le truc c'est que, en fait, moi quand, du coup, j'ai des potes qui m'encourageaient pas mal à faire ça et tout. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que ça pourrait être une bonne idée de le faire et d'apporter en fait les informations en français. Ouais. Donc moi j'ai créé ma chaîne, la toute première vidéo que j'ai faite, je me suis dit, mais en fait on va directement rentrer dans le vif du sujet, là. Je rentre dans l'art, allez. Vraiment, et j'ai fait une vidéo justement qui expliquait en fait l'envers de la fast fashion. Ce que c'était la fast fashion, les problèmes, les problématiques qu'on trouve dans la fast fashion et le pourquoi du comment justement cette fast fashion elle est à être éradiquée. Et je me disais, mais en fait, ce que je vais faire, j'aimerais faire un peu un mélange de tout. Donc, non seulement des vidéos explicatives de certains éléments. Donc, j'ai parlé de fast fashion, de l'envers de la fast fashion. J'ai parlé aussi au moment du Covid. J'ai vu ce matin cette vidéo. J'ai fait une vidéo justement de comment est-ce que le Covid a affecté et affecte encore aujourd'hui de manière hyper violente justement les travailleuses du textile, particulièrement au Bangladesh et en Inde. D'un autre côté, je fais aussi des vidéos un peu plus light, où je fais des vidéos couture, tu vois, je donne un peu justement des hauls aussi, voilà, tu vois, de fripes, pour un peu montrer, tu vois, ce que
Une autre manière de faire. D'autres manières de faire, de donner des alternatives et tout, mais tu vois, j'ai pas envie que ce soit que le truc où c'est trop beau, tu fais des petites vidéos haul et tout, c'est cool, mais en fait, moi j'ai toute une démarche qui est très politique derrière justement le fait de pas consommer. Et il y a tout un activisme aussi. Et il y a tout un activisme. Au-delà de faire ses fripes, c'est bien de faire les fripes, mais c'est bien aussi, si on le peut bien sûr dans la mesure de ses capacités, de vraiment s'investir pour des... parce qu'il y a la charge individuelle, là on parle du fait que nous-mêmes au quotidien, on va réfléchir à notre comportement de consommateur et de consommatrice. Mais il y a aussi des actions concrètes, des gens qui sont en ligne, en première ligne pour justement dénoncer ces industries meurtrières. Moi, tu vois, pour le moment, mon activisme, il se tient justement à informer les gens et à trouver d'autres solutions justement de consommer. Par exemple, en fait, moi c'est beaucoup justement, c'est soit les secondes mains, c'est le troc. Ça c'est un truc que je le dis tout le temps, en fait, à faire de ouf. Si vous avez des potes, des membres des gens de la famille, allez, que vous avez des habits à donner ou quoi que ce soit, échangez-vous les trucs. Enfin, c'est un putain de moyen en fait de pouvoir justement choper des nouvelles fringues. Enfin, je pense qu'il y a assez d'habits. En vrai, on pourrait ne plus produire d'habits. Jamais. Et qu'on serait bien pendant belle lurette quoi. Tu réponds quoi aux personnes qui disent oui, mais en même temps, si on n'achète pas, les travailleurs et les travailleuses, ils ont plus d'argent. En fait, H&M se fait des milliards de profits par année. Du coup, quand ils se vendent des milliards de profits par année, ils ont les moyens de payer décemment en fait leurs ouvriers, tu vois. C'est pas toi en arrêtant d'acheter tout d'un coup qu'ils vont manquer d'argent. Exactement. Le problème, c'est que l'argent, il est pas réparti comme il faut. Exactement. Le problème, c'est la logique capitaliste en elle-même, en fait. Donc au final, en fait, le truc c'est qu'il va vraiment falloir beaucoup pour vraiment shut down H&M du jour au lendemain. Le système a tellement rendu ces gens dépendants de la fast fashion qu'il n'y a pas d'autre moyen pour eux pour vraiment survivre et tout. Enfin, je veux dire, le Bangladesh c'est un pays qui est connu justement pour son industrie textile et c'est clairement pas le Bangladesh qui va arrêter cette industrie-là. Mais du coup, pour moi, c'est plus du sens où, en fait, non, il faut foutre la pression. Il faut foutre la pression, il faut en fait... Pour qu'il y ait plus de délocalisation. Exactement, pour que les marques de fast fashion qui se font des milliards de profits par année, en fait, payent correctement, en fait, les gens qui travaillent pour eux et qui confectionnent, parce que sans ces personnes-là, ils ont rien. Ils ont rien, tu vois. Et surtout, moi je pense dans une logique un peu plus anticapitaliste de la chose, de vraiment genre repenser à une économie plus locale, plus autonome. Tout un système économique à repenser en fait. C'est des privilèges à casser, c'est des gens... Enfin, je veux dire, c'est hallucinant quoi, parce que justement, moi pour moi c'était lunaire quand les gens me disaient oui, mais si j'achète plus, ils vaudront plus d'argent. Non, mais en fait, ta thune, genre, crois pas que ta thune en fait elle va à la personne, c'est un minimum pourcentage en fait qui va à cette personne là. C'est pas parce que t'arrêtes d'acheter que cette personne est mal payée, la personne elle est mal payée parce que c'est eux qui s'empochent tout en fait. Les grands PDG, les machins, mais tape sur Google, tu regardes PDG de telle marque, c'est toujours les mêmes gueules, toujours les mêmes gens, toujours des mecs blancs 50 ans. Moi si j'ai un truc à dire justement par rapport à cette question de... Enfin, un dernier truc à dire par rapport à cette question de fast fashion, c'est d'être conscient et de pas se foutre non plus trop la pression. C'est difficile en fait, on a tellement été, tu vois, habitués justement à être entouré par cette fast fashion et à consommer cette fast fashion parce que en même temps la fast fashion elle joue beaucoup sur le fait que tu vois, nouvelle tendance, donc elle veut absolument que les gens veulent absolument suivre les tendances. Moi j'en ai rien à F des tendances, en vrai moi j'en ai, enfin je sais pas, il y a peut-être des moments, il y a un truc d'une tendance que je trouvais cool mais voilà sans plus, mais je suis pas du tout les tendances, je sais jamais quelle tendance et à quel moment, enfin c'est un peu ce truc où moi j'en ai tellement rien à faire parce que moi je m'habille vraiment de manière à ce que je sois confortable, tu vois. Donc j'en ai rien à foutre en fait que l'habit que je porte en fait c'était tendance il y a 3 ans. Et alors, mon but c'est de continuer à pouvoir ça c'est l'éternel cycle de la mode, hein. Tout revient à la mode et tout. Mais je pense que moi ce que j'ai à dire en tout cas aux personnes justement qui commencent un peu à se questionner ou qui sont nouveaux ou qui se sont encore jamais vraiment questionnés sur la question de la fast fashion, c'est déjà de pas se mettre trop la pression. Et puis non plus le poids du monde ne repose pas sur tes épaules. Exactement. Je pense de prendre le temps de faire la transition selon ses propres règles, selon son propre confort. J'ai un Depop, c'est Ruth Noémie B. C'est trop bien, c'est une application en fait où tu peux revendre en fait tes habits dessus et en fait tu vends tes habits de seconde main et ça fait depuis quelques mois que c'est disponible en Suisse, soit de faire des vide dressing.
Des fois, moi, il y a des potes, on organise des dressing et tout, et ta pote est vraiment. Mais grave, avec des potes à nous aussi, on a fait ça. Genre, on fait des directs Insta. Ouais. Enfin, elles font parce que du coup, moi non. Mais j'ai des potes, elles font des directs Insta. Et du coup, nous, bah, on regarde, et puis genre, elles montrent, et puis on dit, ah, moi je veux lui, moi je veux lui. On fait un sac, elle nous donne. Il y a des brocantes. Des brocantes aussi. Les villes où tu peux aller, tu peux faire tes maquillages. Et puis sinon, moi j'ai des potes qui font ça aussi et c'est un super bon moyen. Après ça, c'est si vous habitez pas non plus trop loin et que vous voyez assez souvent. Mais avec des potes, vous pouvez genre vous échanger, enfin vous partager en fait vos garde-robes. Très intéressant tout ça. Mais en tout cas, c'était un plaisir de partager et de transmettre les Mais ce n'est pas fini parce qu'on a prévu là on a fait ce sujet avec toi. Mais en fait, cette meuf a tellement de choses à dire sur des choses très importantes. On va faire une autre partie sur un autre sujet du coup que tu verras dans les prochaines semaines et n'hésite pas du coup à être là et à regarder le travail de Ruth qui est très bien. Yes. Donc voilà, bisous.